Je te remercie, Canada. Alors, le président Zelensky, qui manie bien la communication, qui tenait à dire une phrase en français, « Je te remercie, Canada ». Panel pour analyser cette journée et la suite des choses. Dominique Harel, qui est avec nous aujourd'hui, merci d'être là. Stéphanie Chouinard, que l'on accueille, et Raphaël Jacob, merci à vous trois. Bonsoir. Donc, je vais vous faire entendre deux extraits, M. Trudeau et président Zelensky en chambre, et on revient ensuite. Mais notre plus grand espoir, c'est que vous n'ayez plus besoin de soutien militaire ou financier pendant longtemps. Que la paix revienne bientôt. Mais ce ne peut pas être une fausse paix fondée sur un compromis imposé par l'agresseur. Pour une paix durable, on doit s'opposer à Poutine et rejeter ses tentatives de nous ramener à une époque où la force fait la loi. Une paix durable doit clairement établir que les frontières se doivent être respectées, peu importe la taille de l'armée du voisin. Cette paix doit mener au rétablissement du droit des Ukrainiens de déterminer leur propre avenir. One of the most startling qualities of your country is that justice is not an empty word for Canada. Another extremely important fact about you is that you never, ever make a political bet on hatred and enmity. And you are always on the bright side of history. Vous êtes toujours, chers amis, a-t-il dit à ses amis canadiens, du bon côté de l'histoire. Alors, tour de table sur... c'est intéressant d'entendre Justin Trudeau dire on veut une paix, mais pas n'importe quelle paix, pas de fausse paix. Raphaël Jacob, je commence avec vous, tour de table. Qu'est-ce que ça vous a inspiré cette journée et ces déclarations? Cette déclaration-là, spécifiquement, Patrice, ce que ça m'inspire, en fait, c'est pas vraiment d'inspiration. Ce que ça me dit, c'est que la guerre va perdurer. Parce que les conditions qu'on établit du côté occidental pour même négocier sont des conditions qui sont rejetées non seulement d'emblée par la Russie, mais qui sont carrément à la genèse même des raisons évoquées par M. Poutine pour envahir en premier lieu. Donc, écoutez, c'est très regrettable et très triste qu'on se dise ça à la fin d'une journée qui, je crois, a été marquée par la solidarité et de réels, très beaux moments. Mais ce conflit-là, qui s'éternise depuis maintenant plus d'un an, n'a aucune fin réaliste à court terme en ce qui me concerne. Stéphanie et Dominique, M. Trudeau faisait référence à ces voix qui s'élèvent, soit dans les services secrets, soit chez certains cercles militaires, soit dans des capitales, de dire il faut trouver un compromis. L'Ukraine ne pourra pas garder tout son territoire. Et M. Trudeau est du côté du président ukrainien en disant une vraie paix, c'est l'intégrité. Stéphanie. Exactement. C'est ce que j'ai compris de cette partie-là du discours de M. Trudeau également. C'est que dès que l'armée russe commencera à se retrancher et qu'on voudra peut-être trouver une façon de sauver la chèvre et le chou, il y a évidemment des voix qui se porteront pour ce compromis-là. Et M. Trudeau voulait signaler que pour le Canada, la fin de la guerre, ce n'était pas comme ça que ça allait se passer, que ce serait l'intégrité du territoire ukrainien qui devrait être retournée aux Ukrainiens et que sans ça, ça enverrait un signal à Moscou qu'on pourrait recommencer. Et c'est ce signal-là qu'on ne veut pas envoyer à Poutine, de toute évidence. Et c'est intéressant d'avoir entendu Ansel juste avant, parce que Dominique Harel, les gens qui disent qu'il faut négocier, c'était parce que sur le terrain, ça ne bougeait pas. Puis les gens vont dire combien de temps on va garder ce bras de fer au milieu. Peut-être que ça va bouger, peut-être pas, mais en tout cas, il y a des signes que ça bouge. Mais là, il y a deux signes, tels qu'évoqués par M. Ansel. C'est qu'il y aurait une plus grande percée maintenant sur le front de Zaporizhia. On serait rendu à la troisième et dernière ligne de défense. Et puis, la décision qui était annoncée par deux grands médias américains, le Washington Post et NBC, que finalement, les Américains vont envoyer, semble-t-il, les missiles de longue portée, là, ATACMS, qui pourraient effectivement changer la donne au sens où d'intensifier la capacité ukrainienne de frapper l'arrière du front.
Il y a eu une attaque assez remarquable dans la dernière nuit du quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol par les Ukrainiens, probablement en utilisant des missiles de longue portée britanniques ou français. Mais là, avec les missiles américains, encore une fois, ça pourrait faire bouger le front. Donc, tour de table rapide, est-ce qu'il est trop tôt pour, et ça fait quand même 576 jours de guerre, mais est-il trop tôt pour justement se perdre en conjecture de négociations? Raphaël, Stéphanie, Dominique. Stéphanie, je commence avec vous cette fois-ci. Oui, je pense qu'il est trop tôt, effectivement. Comme on le voit, il y a des percées, mais ça bouge lentement. Et si on veut ramener l'Ukraine à son territoire dans son intégrité, il faudra franchement y aller sur le long terme, là. Donc, selon moi, non. Il n'y aura pas de solution à court terme qui pourra s'imposer. Raphaël, et même trop tôt pour conclure qu'il faudra négocier tout de suite avec Poutine, Raphaël. Exactement. Ce que j'allais vous répondre, Patrice, c'est que ça dépend d'abord et avant tout à qui vous posez la question. Lorsque vous la posez, ou si vous la posiez à une des personnes peut-être les positionnées de façon la plus importante, c'est-à-dire le porte-parole du Pentagone, M. Kirby, il s'est fait poser la question dans les dernières heures. Sa réponse était la même qui est épousée par l'administration américaine depuis maintenant 1 an et demi, c'est-à-dire qu'il y a un joueur, il y a un acteur qui peut mettre fin au conflit ou même nous mener à la table de négociation. Il s'appelle Vladimir Poutine et il doit prendre cette décision-là, lui, de son côté, de retirer entièrement ses troupes de l'Ukraine, avant quoi ça ne donnera rien de même commencer à penser à négocier. Donc, on n'est pas là et on est très loin d'être là présentement. Donc, Dominique, un long conflit, là, une longue guerre. Là. Une longue guerre, parce que lorsqu'on parle de négocier, on sait exactement ce que ça veut dire. C'est est-ce que l'Ukraine accepterait finalement de céder ses territoires, de céder non seulement la Crimée, le Donbass, mais là, les deux provinces qui font le théâtre là, de la contre-offensive, Zaporizhia, Kherson. Alors, évidemment, pour les Ukrainiens, c'est non. On ne va pas commencer à parceller notre territoire. Mais aussi, il faut se rappeler que la Crimée, qui avait été annexée là, illégalement en 2014, avait été finalement pas reconnue légalement, mais en pratique, il y avait une certaine reconnaissance par la communauté internationale que la Crimée était perdue. Les accords de Minsk là, pour la guerre du Donbass ne mentionnaient même pas la Crimée. Et là, la Russie, en 2022, attaque l'Ukraine depuis la Crimée. Donc là, on a un problème de crédibilité. S'il y avait négociation, cessez-le-feu, etc., il n'y a rien qui peut convaincre les Ukrainiens ou même les pays de la coalition de l'OTAN que la Russie ne va pas se remettre à attaquer. C'est ça le problème de fond. Très bien. Je veux revenir à ce qu'on a vu aujourd'hui, cette grande amitié entre deux pays, entre deux hommes, il y a un lien très fort entre l'Ukraine et le Canada, c'est une évidence. Mais ma question c'est, est-ce que ça change quelque chose, ce degré de proximité, puis vraiment le Canada est derrière à 100 % de l'Ukraine, est-ce que ça change quelque chose sur l'échiquier international, sur la joute là, actuellement? Dominique? Je pense que, évidemment, le Canada est une puissance mitoyenne, même si elle fait partie du G7, etc. Au niveau militaire, on n'est pas tout à fait dans la même ligue, certainement pas qu'avec les États-Unis ou encore même la Grande-Bretagne ou la France. Mais le Canada, en grande partie en raison de son histoire très serrée avec les Ukrainiens, 5 vagues d'immigration depuis 150 ans, a une connaissance de l'Ukraine qu'aucun autre pays a. Donc, il y a cette espèce d'avantage un peu comparatif, comme on dit, qui permet au Canada, très souvent en coulisses, de jouer un rôle diplomatique, peut-être au-delà de son poids international. Stéphanie, est-ce que c'est une journée importante pour Zelensky aujourd'hui, ce qu'il a obtenu comme... et je ne parle pas que de l'argent, on va en parler dans une seconde, mais de cet appui indéfectible? Je pense que c'était une confirmation de ce qui existait déjà. Comme l'a dit mon collègue, le professeur Harel, il y a cette force de la part de la diaspora ukrainienne au Canada qui assure que l'appui canadien demeure et sera présent jusqu'à la fin de cette guerre.
ne serait-ce que par la voix de Chrystia Freeland, évidemment, dans le gouvernement actuel. C'est la raison pour laquelle, et je pense que Mme Freeland était à la table de ces négociations-là, des sanctions économiques pour lesquelles le Canada était l'une des voix les plus fortes au début de la guerre vis-à-vis de la Russie. Donc, de ce côté-là, je pense que c'était une confirmation de ce lien solide-là entre les deux pays. Raphaël, est-ce que ça change quelque chose dans le grand jeu? Dans le grand jeu, Patrice, pour ne pas froisser l'ego nationaliste de qui que ce soit aujourd'hui, surtout aujourd'hui, je dirais peu. Si j'allais de façon plus carrée, je dirais non. C'est absolument vrai que l'appui canadien présentement à l'Ukraine, il est indéfectible parce qu'on le regarde dans un vase clos, surtout encore une fois lors d'une journée comme celle d'aujourd'hui. En même temps, ce qui est vrai, c'est qu'il est presque entièrement dépendant de ce que Washington fait. Autrement dit, à partir du moment, et je ne dis pas que ça va se produire, mais si on avait un moment dans le court ou le moyen terme où Washington coupait les vivres, croyez-vous vraiment qu'Ottawa continuera à acheminer des milliards à l'Ukraine? La réponse me semble assez évidente. C'est pour ça que le gros joueur présentement du côté occidental, et c'est vrai depuis la première heure de ce conflit-là, et très franchement depuis même avant la première heure, ce sont les Américains. Et c'est pour ça que ce qui est en train de se tramer au Congrès, c'est d'une importance capitale, incluant pour notre côté de la frontière. Je vous fais entendre d'autres extraits. Là, c'est sur l'aide canadienne parce qu'il n'y a pas eu que des accolades et un appui moral. Il y a eu aussi un appui financier du Canada. On ajoute quand même 650 millions de dollars en 3 ans, c'est pas rien. Des blindés pour, entre autres, aller chercher les blessés sur le front. On écoute puis on revient. Є одним із наших найбільших донорів. Це дуже важливо. Я вдячний за готовність продовжувати надалі підтримку. Важливо, що Канада готова і продовжує санкційний тиск на Російську Федерацію, аби агресор не міг збільшувати фінансування агресії. Третє, сьогодні ми обговорили різні аспекти нашої формули миру. Серед іншого, те, що стосується справедливості. On est aussi là, sur l'échiquier mondial, à défendre sans équivoque non seulement la souveraineté de l'Ukraine, mais les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale qui sont essentiels au bon fonctionnement de tous nos pays. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous plus tôt, je vous montre un tableau qui résume l'aide canadienne, 9,8 milliards de dollars, aide financière, aide budgétaire, aide militaire. Il faut ajouter 650 millions d'aujourd'hui. Autre tableau, l'aide internationale. On va se comparer parce que, bon, les 42 pays qui appuient, il y en a plus, mais qui ont donné 342 milliards. Donc, le Canada, donc, je viens de le dire, États-Unis, on est à 152 milliards, Union européenne, 110 milliards. Donc, évidemment, ces chiffres-là expliquent un peu mieux, Raphaël, certains grincements à Washington où il y a des élus qui disent combien de temps pourra-t-on comme ça financer l'effort de guerre? Ça explique ça et ça explique aussi peut-être surtout la visite prioritaire de M. Zelensky, d'abord à New York puis à Washington cette semaine. Parce qu'encore une fois, l'aide, elle est absolument capitale pour lui au sud de notre frontière. Maintenant, c'est important de réaliser quelque chose, c'est de contextualiser quelque chose. On parle beaucoup, on le fait beaucoup, notamment plus tôt en ondes, ensemble, Patrice, l'effritement, surtout du côté américain, de l'appui, de l'enthousiasme envers l'appui pour l'Ukraine. Ça doit être nuancé. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'opinion publique, il y a des sondages qui le montrent depuis les dernières semaines, notamment CNN la semaine dernière, selon le sondage national selon lequel c'était désormais 55 des Américains qui voulaient freiner l'envoi d'aide additionnelle. Ça, c'est vrai. C'est également vrai que lorsque vous regardez strictement le caucus républicain à la Chambre des représentants, vous comparez les votes qui ont été tenus en 2022 et en 2023, il y a un nombre un peu plus élevé de représentants qui, maintenant, s'affichent publiquement contre l'envoi d'aide additionnelle. Voici l'énorme bémol. C'est que malgré cet effritement-là, qui est indéniable, qui est observable, ça demeure une minorité et une petite minorité au Congrès américain qui est contre l'appui continu à l'Ukraine. On parle de moins de 20 des élus dans les 2 chambres du Congrès, et ça, c'est sans compter la Maison-Blanche, évidemment actuellement occupée par M. Biden, qui est catégoriquement en faveur d'un appui musclé et continu, de façon très semblable aux propos qu'on a entendus toute la journée de la part du premier ministre canadien. Donc, l'aide, est-ce que c'est effrité? Potentiellement.
Mais de façon très, très générale, très globale, elle est encore là, venant du gouvernement américain. Fondamentalement, elle est encore Absolument. là, elle est encore solide. Stéphanie Chouinard, vous êtes d'accord? C'est le principal bailleur de fonds et appui de l'Ukraine n'est pas en train de courir derrière, là. Non, pas pour le moment, mais c'est certain que plus la guerre s'éternise et plus ce chiffre-là, qui est quand même substantiel, augmente, bien, plus ça va susciter des questionnements de la part de la population. Donc ça, c'est tout à fait normal. On s'attendrait à ce genre de réaction-là et ça devient de plus en plus important pour le gouvernement d'expliquer et de vendre finalement cette aide-là à sa population, de leur faire comprendre la raison pour laquelle il faut continuer d'appuyer l'Ukraine dans ce conflit-là. Mais la grosse différence, je vous donne la parole, Dominique, mais la grosse différence avec... Là, je remonte au Vietnam, je remonte à l'Afghanistan, à l'Irak, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de soldats américains. Il n'y a pas de cercueils qui reviennent, là. C'est une grosse, énorme différence. C'est de l'argent, oui, mais en même temps, il y a des entreprises américaines qui font de l'argent. Mais bref, Dominique, qu'en pensez-vous? Il n'y a aussi pas de soldats canadiens ou européens. C'est les Ukrainiens qui se battent. Mais ils se battent pour une cause internationale, pour certainement la cause des pays de la coalition de l'OTAN. C'est plus difficile au niveau du narratif là, dans les pays du Sud. C'est ce que le premier ministre Trudeau parlait en fin de conférence de presse. C'est dans l'intérêt économique des Canadiens, mais c'est dans l'intérêt stratégique. Les États, ultimement, agissent en fonction de leurs intérêts. Et la guerre en Ukraine a été perçue depuis, on parle de l'invasion de février 22, comme étant fondamentalement, c'est-à-dire l'appui à l'Ukraine allait dans le sens des intérêts des États-Unis, des intérêts du Canada, de la France, de la Grande-Bretagne, etc. C'est ça le message que Zelensky martèle et le premier ministre Trudeau aussi aujourd'hui. Ultimement, c'est une question d'intérêt. Dans le cas des États-Unis, on parle d'une superpuissance militaire. C'est 3 % du budget militaire jusqu'à présent. Alors, c'est sans envoyer de soldats, puis c'est 3 %. Et il y a tout de même des résultats assez probants et pour utiliser le terme militaire, une dégradation de la capacité militaire russe qui n'a pas finalement, au volume, là, en proportion, n'a pas coûté tant que ça pour les Américains. Merci à vous trois. Ce que ça donne, puis on en parlait plus tôt, ces visites-là, c'est que ça remet en tout cas cette guerre à l'avant-plan dans l'actualité. Au Canada, hier, c'était aux États-Unis. Et merci Dominique, merci Stéphanie, merci Raphaël. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci.